Aujourd'hui, vidéo spéciale, on se retrouve pour décortiquer un logiciel malveillant, un malware complètement indétectable. Je précise que ce malware n'est pas commun, il a été créé par Nosoin. Et oui, je dis bien Nosoin, car cette fois-ci, je ne suis pas seul. C'est en effet Hafnium qui me tiendra compagnie durant cette quête de reverse engineering et qui est également l'auteur du malware. Salut, alors je suis extrêmement content de collaborer avec toi, c'est exactement ça, on va analyser le fonctionnement intrinsèque de notre malware qui en réalité est un keylogger qui enregistre toutes les frappes de votre clavier, y compris les mots de passe et toutes les choses assez confidentielles. Donc si vous aimez le reverse engineering, alors cette vidéo va grandement vous intéresser. Très bien, assez parlé, passons au vif du sujet. Et voici le fameux malware que nous allons étudier durant cette vidéo. C'est un malware de type keylogger qui va donc enregistrer toutes les touches que vous utilisez dès qu'il est enclenché. Vous pouvez le télécharger depuis le lien GitHub disponible dans la description pour que vous aussi, depuis chez vous, puissiez vous entraîner à le décortiquer avec nous. Notez en plus de ça que le malware est totalement indétectable sur VirusTotal. Ce sera donc un vrai challenge pour en venir à bout. Et ça prouve aussi qu'un antivirus, ça ne protège pas de tout. Effectivement, le malware ne se fait pas griller par les antivirus, il est totalement invisible. Pourquoi ? Car lors de l'analyse de votre antivirus, ce dernier calcule la signature de l'exécutable et le compare à une base de données avec plein d'autres signatures d'exécutables qui sont cette fois-ci malveillants. S'il y a une correspondance entre la signature du binaire et d'un autre binaire malveillant contenu dans la base de données, alors le fichier est sûrement infecté. Ainsi, l'antivirus ne détecte uniquement que les malwares qu'il connaît. Et bien le truc c'est que notre keylogger c'est un malware codé par mes soins que je n'ai quasiment pas partagé. Ainsi, l'antivirus ne le connaît pas et il n'aura quasiment aucune chance de le détecter. Mais avant, je vous propose une petite démonstration du malware pour voir ses fonctionnalités. Donc ici on est sur mon bureau et on voit qu'il y a un petit tas de fichiers. Donc notre virus ici c'est le virus res.exe et dès qu'on va cliquer dessus, eh bien le virus va se lancer. Donc je vous propose qu'on effectue cette action, je vais cliquer sur res.exe. Il y a une console qui s'est ouverte et qui s'est directement fermée. Alors ne t'inquiète pas, le programme n'a absolument pas crash, c'est juste qu'il tourne en arrière-plan. Donc je vais vous le montrer, je vais faire un clic droit, gestionnaire des tâches, et on voit qu'il y a le res.exe 32 bits qui tourne. Bref. Alors maintenant, je vais aller dans l'explorateur de fichiers et on voit que à la racine du système, on a un dossier WinSys qui s'est créé. Donc je vais cliquer sur ce dossier. Et là, on voit qu'on a tous les fichiers ici, ils se sont copiés à la racine du système. Alors j'ai choisi WinSys pour que une personne qui trifouillerait un petit peu dans le C2 ne se doute de rien. Donc maintenant, on va taper des touches pour voir comment notre keylogger enregistre les touches frappées. Donc je vous montre l'explorateur de fichiers et je vais par exemple taper dans la recherche AAAA. Et là on voit qu'il y a un fichier log qui est directement apparu. Si je clique sur ce fichier log, on voit qu'il y a AAAAAA qui apparaît. Alors concernant la persistance, le programme se lance à chaque démarrage. Alors comment j'ai fait ? J'ai juste inscrit une clé de registre dans Windows qui indique à Windows de lancer au démarrage le fichier exécutable c.winsys.res.exe. Donc je vais vous montrer, dans le gestionnaire des tâches, on va dans démarrage et on voit qu'on a res.exe qui est activé. Alors on a également env.exe, il y a une autre fonctionnalité, c'est d'envoyer par mail le fichier log.txt. Donc ça c'est concernant le fonctionnement de notre keylogger. Le virus est également totalement indétectable des antivirus, donc je vais vous le prouver, je vais glisser le fichier res.exe sur VirusTotal. Je précise que VirusTotal est un site internet qui permet d'uploader des fichiers .exe et de les analyser avec plus de 70 antivirus. Et on voit ici que VirusTotal n'a pas détecté de menace particulière sur ce fichier. En effet, les 70 antivirus n'ont rien détecté du tout. Pour étudier notre malware, nous allons faire ce qu'on appelle communément du reverse engineering, pratique qui consiste à étudier un objet pour en déterminer le fonctionnement interne. On va donc faire en sorte de comprendre en détail le fonctionnement de notre malware. L'outil nécessaire pour désassembler un programme s'appelle un désassembleur. Il en existe plusieurs qui ont chacun leur particularité, mais comme nous l'avons précisé au début de cette vidéo, nous utiliserons IDA pour cette fois-ci. On va ainsi pouvoir ouvrir notre exécutable dans IDA et ainsi avoir accès à toutes les données dans leur ordre d'exécution. Le but ensuite sera de réussir à comprendre le maximum de données et surtout de trouver celles qui nous intéressent le plus. Le langage assembleur permet de communiquer avec le processeur ou le cerveau de votre ordinateur. On compile ainsi toutes les données en hexadécimal pour ensuite les envoyer en binaire, avec des suites de 0 et de 1. C'est d'ailleurs ce langage que vous pouvez apercevoir dans l'interface principale de votre désassembleur.
Il est très complexe pour un humain de lire et comprendre directement des instructions en hexadécimal. L'assembleur permet de pallier à ce problème. Les instructions envoyées à notre processeur seront beaucoup plus lisibles et compréhensibles, bien qu'elles restent encore très compliquées à appréhender totalement. Télécharger le malware, c'est bien, mais pour l'opérer, il va nous falloir des outils. Et l'outil en question sera IDA, un désassembleur qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de décortiquer et désassembler notre programme. Le lien de téléchargement d'IDA est bien entendu disponible dans la description. Une fois téléchargé, installez-le puis ouvrez-le. Il suffira de faire glisser notre malware dans l'interface du logiciel pour commencer à travailler dessus. Vous pouvez également utiliser x64dbg si vous l'avez. Petite mention spéciale, l'assembleur n'est pas une discipline simple, mais en plus d'être complexe, elle prend du temps, beaucoup de temps. Il faut donc vous dire que c'est normal de ne pas réussir du premier coup. Il vous faudra plus d'un essai pour arriver au bout de vos peines. Donc petit conseil, ne vous découragez pas et soyez patient. Alors on commence bien évidemment par ouvrir IDEA et on clique sur notre fichier à analyser. On appuie sur OK et on voit nos premières lignes de code en assembleur qui tombent. Ici, c'est un petit peu l'entrée du programme. Donc d'abord ici on a un sub ESP0ch, puis après on a un mov, on a un call, on a un add ESP0ch et un JMP. La question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien en fait on fait exactement ce qu'on ferait avec du vrai code. C'est-à-dire qu'on défile petit à petit le programme et on analyse les lignes d'assembleur. Mais comme dit avant, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec un vrai programme en Python ou en C ou en C++. Car l'assembleur est lui-même plus compliqué. Par exemple, c'est pas la seule raison, mais il faut 3 à 20 lignes de code environ en assembleur pour remplacer une ligne de code de C++, ce qui est beaucoup plus contraignant. Et oui, pour exécuter des actions, l'assembleur utilise des instructions. Voici les instructions les plus utilisées. Mov va copier une valeur, CMP va comparer deux éléments, call va appeler une procédure, on peut dire aussi une fonction, une suite d'instructions, JMP ou jump fera un saut d'une instruction à une autre, add va ajouter une valeur à une autre, et sub va soustraire une valeur. Donc ici, les deux instructions sub et mov ne vont pas trop nous intéresser, elles ne vont pas faire grand chose ici. C'est plutôt le call qui est plus important. Donc le call ici, il permet d'appeler une fonction qui a encore du code assembleur. Donc je vous propose qu'on clique dessus, et dès que le call est exécuté, eh bien ce sont ces instructions-là qui sont exécutées. Donc en premier ici, on a quelques petites variables qui changent, c'est pas non plus super intéressant, c'est pas déterminant. Ce n'est pas déterminant car chaque instruction effectue une action minime. Étant donné que l'assembleur est très proche du langage machine, chaque action est divisée en plein de petites instructions. Mais au fait, ça représente quoi ces flèches? En fait, c'est une condition. Le programme, il peut aller soit ici, et cela dépend de la valeur de l'instruction précédente. Donc les deux instructions précédentes, on a un CMP EAX et un JZ vers une localisation. 40, 22, F2, ça représente cette localisation ici. Donc grosso modo, on compare EAX avec la valeur ici. Et si la comparaison est bonne, eh bien on va ici, sinon on va ici. Donc si on descend encore un petit peu, on voit qu'il y a pas mal d'autres petites choses. Comme dit avant, il n'y a pas besoin de tout comprendre, ça serait trop long et trop difficile pour, dans 99 du temps, peu de résultats. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les fonctions qui sont appelées dans les calls qui exécutent des instructions particulières. Le reste, ce sont juste que des petites choses mineures. Donc on va cliquer sur l'une d'entre elles, comme par exemple Get System Time as File Time. On va cliquer. Mais c'est bizarre, pourquoi a-t-on changé d'interface? Pourquoi l'assembleur a disparu? Alors en fait, ce sont des fonctions externes. L'idée, c'est que leur code ne se situe pas dans ce fichier exécutable-là, mais dans un autre fichier. Ces fichiers-là, ce sont les fichiers DLL. C'est un petit peu pour ça que quand vous exécutez un .exe, parfois vous avez une erreur de DLL manquante. C'est qu'il vous manque du code indispensable au .exe pour s'exécuter. Mais du coup, comment on fait pour savoir ce que cette fonction fait? Eh bien, on a deux solutions. Soit on regarde le nom de cette fonction, on aura peut-être une petite idée. En get system time as file time, peut-être que cette fonction-là va nous donner le temps, peut-être la date ou le timestamp. Ou la deuxième solution, c'est la solution qui marche à tous les coups. On copie le nom de la fonction et on va sur Google. Je copie et on a ici le premier résultat de recherche qui tombe. Donc ici c'est la documentation de Microsoft et Microsoft nous indique que, donc ici c'est en anglais, retrieve the current system date and time. Donc ici ça nous retourne la date du système. Donc ici c'est sous une forme particulière mais ça ne va pas nous intéresser. On voit également le nom de la DLL qui est indispensable, c'est-à-dire que sans kernel32.dll cette fonction ne pourrait pas s'exécuter. Donc on revient au début et on continue.
Donc ici, cette fonction n'est pas hyper intéressante. Ce sera le cas pour 90% des fonctions qu'on trouvera ici. Et oui, du reverse engineering, c'est souvent beaucoup de recherche pour peu de résultats. Mais courage, on va y arriver. Il n'y a pas grand chose d'intéressant ici. De toute façon, quoi qu'il arrive, on arrivera ici. Donc ici, on ne va pas perdre notre temps à analyser ce petit bout de code. Et pour finir, ici, on a un ret_n qui signifie la fin de la fonction. Donc on revient avant et on continue. Donc après le call, on a un add esp0h, puis après on a un jmp, et puis après on a la fin du programme. Donc je suppose que vous vous doutez qu'on n'a pas deux lignes d'assembleur ici, hein. Ça serait un peu bête. Non. Donc ici, le add, il fait pas grand chose d'intéressant, mais c'est plutôt le jmp qui va nous intéresser. C'est-à-dire qu'on va sauter dans une autre localisation. Donc ici, on va cliquer sur le nom de la localisation et on voit que on a encore du code. Et oui. Ça fait beaucoup là, non? En fait, c'est ici que va se passer tout le code. Car après, comme on a vu, c'est la fin du programme. Bon, soyons honnêtes, c'est totalement le bazar. Non, franchement, comment on fait pour y voir clair dans tout ce charabia? Alors oui, c'est le bordel, mais on a plusieurs solutions pour quand même analyser tout ce code-là. Donc la première solution, ce serait bien évidemment de tout essayer à la main. Pourquoi pas? Après tout, c'est pas si long que ça pourrait prendre quelques dizaines de minutes. Mais le problème, c'est que dans cette vidéo, on n'a pas quelques dizaines de minutes. On va pas vous faire subir tout ça. La deuxième solution, ce serait de prendre un debugger pour voir comment le programme se comporte instruction par instruction et inspecter les registres et la mémoire. La troisième solution, ce serait de faire exactement comme ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire qu'on skip la plus grande partie du programme, on n'essaye pas de comprendre toutes les instructions, on n'a pas le temps pour ça. En revanche, on se concentre sur les plus importantes. Donc ici, ce sont les calls qui exécutent des fonctions de notre programme. Et si jamais une de ces fonctions se révèle intéressante, eh bien on clique dessus pour voir ce qu'il y a dedans, on essaie de comprendre ce qu'il y a un peu autour pour comprendre l'exécution du programme. Si on continue à défiler, on voit qu'on a un troisième call sous le nom de sleep. Donc qu'est-ce que c'est que la fonction sleep? La fonction sleep, elle permet de mettre en pause le programme pendant un moment de temps donné. Mais pendant combien de temps le programme est-il mis en pause? Parce que normalement la fonction sleep elle prend un argument et cet argument c'est combien de temps? Et bien pour cela c'est très simple, on regarde ce qu'il y a autour du call, notamment en haut. Et là on voit un mov, dword, ptr, esp, 3e8h. Donc grosso modo c'est à dire qu'on met la valeur 3e8 en hexadécimal dans la pile d'exécution, ici. D'ailleurs parlons un petit peu de cette pile d'exécution. Alors, la pile d'exécution est un principe essentiel à connaître pour les langages de bas niveau. Et l'assembleur en fait bien entendu partie. La pile est une zone de mémoire dans laquelle on peut stocker temporairement des registres pour les utiliser autre part. Pour rappel, les registres, ce sont de petites zones de votre processeur qui permettent de stocker des données. On les voit ici par exemple, EAX, EBX, etc. C'est un peu comme des variables. Mais revenons-en à la pile. On peut mettre les données sur la pile en les empilant ou bien les utiliser en les dépilant. On peut voir ça comme une pile de livres. On met au-dessus de la pile des données à ajouter, et si l'on souhaite utiliser une valeur de la pile, il faudra d'abord retirer les valeurs présentes au-dessus. Pour empiler les données d'une pile, on utilise l'instruction push, et pour dépiler, l'instruction pop. Ok, merci, on peut donc continuer. Donc on voit ici que 3e8h est probablement notre argument pour sleep. Ici on voit d'ailleurs DW millisecondes, ce qui confirme notre hypothèse. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que le 3e8h, on va essayer de le convertir en décimal. Donc on fait un 3e8, le h c'est-à-dire hexadécimal, donc on le met pas, et on convertit. Et on voit que ça fait 1000. Donc on voit que le programme attend 1000 millisecondes si la condition ici est bonne. On voit d'ailleurs que ça boucle en suivant la flèche. Bon, à part le sleep, il n'y a pas grand chose ici. Et un sleep tout seul, ça ne rend pas un programme intéressant. Du coup, on peut passer ça. On continue. On a parcouru une grande partie du programme et on n'a pas trouvé grand chose. Alors heureusement pour nous, il reste notre dernier call ici, sub 4035 A0 que je n'ai pas essayé. Bon, de toute façon, si je regarde ce qu'il y a en dessous, il n'y a pas grand chose. On voit que là, il y a exit, end, ret, et quand on revient ici, on est à la fin du programme. Donc ce que je propose, c'est que d'explorer ce dernier call sub 4035 A0. Et là, on voit déjà plusieurs choses qui ont l'air d'être intéressantes. Déjà ici, on voit un OSStream, insert, quelque chose dans un call. Et juste avant, on voit un cout. Alors si vous savez faire un petit peu de C++, vous savez que cout, c'est une fonction qui sert à afficher du texte dans la console. En l'occurrence, ici, on peut deviner que ces deux lignes de code servent à afficher quelque chose dans la console. Et ce qui est avant, c'est qu'est-ce que ça peut afficher. Donc, par exemple, 21H, ce qui correspond à un point d'exclamation en hexadécimal, et un UNK 41, ce qui correspond par exemple à un C ici.
Donc on se dit que peut-être le programme pourrait commencer par afficher un point d'exclamation et un C dans la console. Alors ne me demandez pas pourquoi, ce n'est pas l'intérêt de cette vidéo. On peut donc en déduire que le code assembleur ici, c'est du code qui est écrit par l'utilisateur, bon en C++, puis compilé après en assembleur. On peut donc émettre l'hypothèse que la fonction ici, sub4035A0, c'est la fonction main de notre programme. C'est le point d'entrée et c'est là où l'utilisateur code les premières lignes. En fait, tout le reste, c'est probablement du code qui a été généré par le compilateur et qui s'exécute avant le code qui est généré par l'utilisateur. On a réussi déjà à faire une partie du reverse engineering, c'est-à-dire à trouver la fonction main. Parfois, idéal à trouver automatiquement. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué, il faut chercher soi-même. Ici, on a cherché soi-même et on a très probablement trouvé. Quoi, la vidéo se termine en si bon chemin? Eh bien non, car vous pouvez trouver dès maintenant la suite sur la chaîne principale de Hafnium. C'est très intéressant, car nous aborderons la partie la plus importante et la plus dangereuse de notre recherche. Je vous invite donc très fortement à aller la voir, le lien est bien évidemment disponible dans la description. Et au fait Hafnium, dis-moi, on peut trouver quoi sur ta chaîne? Alors comme toi, je fais de la sécurité informatique, mais de façon plus générale, où je parle de malware, de failles web, de hacking, de conseils pour apprendre la cybersécurité, etc. etc. Eh bien, merci encore à toi pour cette collaboration. N'oubliez pas, la suite de la vidéo est disponible en description. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à vous abonner et liker pour aider la chaîne et pour plus de contenu. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à la prochaine.